Bonsoir et bienvenue au journal régional d'Alizé, édition de 19 h. Nous sommes le samedi 2 avril. Merci de nous suivre. Dans notre actualité, tout d'abord, la journée nationale du réserviste qui s'est déroulée aujourd'hui dans le contexte d'une mobilisation décrétée par le président de la République François Hollande pour faire face aux menaces terroristes, bien sûr. Dans ce contexte, la Guadeloupe doit bien sûr y prendre sa part. C'est ainsi que la gendarmerie ici a choisi la formule d'une journée porte ouverte au grand public pour susciter des vocations et attirer les potentiels candidats. Karine Gielman. 15 jours pour devenir réserviste, et ce en suivant la préparation militaire gendarmerie avec le diplôme d'aptitude réserve, le DAR. Alors un réserviste, c'est soit un ancien gendarme qui a pris sa retraite et qui continue à servir pour la gendarmerie, mais la plupart du temps c'est aussi un jeune qui a décidé de donner un petit peu de son temps au profit de la nation et de la gendarmerie en particulier. En Guadeloupe, la gendarmerie souhaite augmenter ses effectifs de 229 à 309 gendarmes, soit 28 000 à 44 000 au niveau national. En France, en général, vous connaissez le contexte actuel de menaces terroristes, d'augmentation de la délinquance, de violence, et ce dans tous les domaines. Donc bien sûr, on a besoin de renforcer nos rangs pour lutter contre toutes ces menaces, quelles qu'elles soient. Aussi bien terroristes bien sûr, mais aussi des menaces au quotidien pour permettre aux gens, avant tout, de vivre en sécurité. Cette matinée porte ouverte est donc l'occasion de présenter différents corps de gendarmerie. Tout d'abord, la gendarmerie mobile. Chaque militaire, chaque gendarme mobile a une dotation individuelle qui lui est fournie. Il en a à la charge, il doit s'en occuper bien entendu. Il doit veiller à l'entretien de son matériel. Ensuite, présentation de différents moyens pour contenir la foule, la reconstitution de scènes de crime, les plongeurs. La gendarmerie, c'est en effet plusieurs corps de métier. La gendarmerie est un très beau métier. La gendarmerie est un métier qui offre la possibilité de faire 1000 métiers au sein d'une même institution. Donc les jeunes sont intéressés, les jeunes sont curieux. Après, il reste encore quelques frontières, quelques barrières à franchir. Pour un insulaire, je peux en parler en connaissance de cause, le fait de quitter son département, de rejoindre la métropole peut créer quelques craintes. Le fait d'approcher, de vivre au cœur de l'action peut aussi susciter quelques questions. Et puis les évolutions de carrière, les possibilités d'avancement, les possibilités de métier au sein même de cette gendarmerie sont nombreuses et suscitent des vocations. La Guadeloupe dispose de 688 gendarmes et de 248 renforts ponctuels. À l'issue de cette présentation, la gendarmerie espère sensibiliser une dizaine de nouveaux réservistes. Vers une nouvelle tension sans doute entre la mairie du Gosier et un comité des habitants de la section Pliane qui s'oppose à la réalisation d'un programme de 90 logements sociaux par la SEM-Samar. Le contentieux suit un cours judiciaire depuis plusieurs mois. Le permis de construire de la mairie avait été remis en cause. Mais hier, dans un communiqué qui n'était apparemment pas un poisson d'avril, la mairie a adressé aux médias la décision rendue par le tribunal administratif le 31 mars dernier, une décision favorable à la reprise des travaux qui est annoncée pour ce lundi. Ce communiqué qui a fait bondir les contestataires de ce comité des habitants de Pliane qui prévoit de s'opposer à la reprise des travaux. Affaire donc à suivre. Son succès ne se dément pas au fil des années et pour sa 13e édition, la grande foire des plantes, Artsiflore, des plantes mais également de l'artisanat d'art, à Trois-Rivières a reçu aujourd'hui des visiteurs habitués de ce rendez-vous et qui, chose extraordinaire, continue de croire à des découvertes nouvelles, à des nouveautés même de la nature. Karine Gielman. C'est comme moi, j'ai déjà 80 variétés, j'achète ce que j'ai pas. Ravitaillement de fleurs à Trois-Rivières. Venus de toute la Guadeloupe, les amoureux de la fleur ornementale ou médicinale sont à l'affût des dernières nouveautés. Je suis venue à Artsiflore parce que c'est toujours une bonne occasion de découvrir ce qui se passe dans le pays, surtout quand ce sont des créations artisanales, tout ce qui touche à la nature. Je trouve que ce serait bien de s'informer, de découvrir. Des plantes en général, rien de particulier, voilà, pour compléter ma petite collection. Vous venez souvent à Artsiflore ?
chaque année. Je suis une fidèle. Un lieu incontournable donc pour faire ses emplettes et un lieu d'exposition pour les professionnels comme la pépinière Ibad, originaire de Bémao. C'est très important parce qu'on rencontre pas mal de clients potentiels. On a une gamme élargie, donc si on était seul à exposer, ce ne serait pas bien. Mais comme il y a plusieurs exposants, comme on peut le voir ici, ça attire un maximum de personnes. Et plus il y a de personnes, mieux ça va pour nous. Ils sont très très au courant, ils savent comment soigner leurs plantes, comment faire. Et ils reviennent nous voir à chaque fois et ils nous disent ça va, ça a été, et ils reviennent encore et encore. Le chineur pourra y découvrir également des fleurs très rares. D'ici 2 ans, l'écorce va se détacher et ça va faire apparaître les 5 couleurs de l'arc-en-ciel. Les 5 arbres les plus rares au monde. Non, franchement, c'est magnifique dans 2 ans. Vous l'avez trouvé où? Alors, on a fait plusieurs semis. On avait commandé les graines par un fournisseur sur Internet. Il nous les a envoyés. On a eu la chance d'avoir une centaine qui a pu pousser. Donc maintenant, on les a mises à la vente. En attendant la floraison de cette plante d'ici 2 ans, voici une autre plante insolite, la plante carnivore. Vous êtes le seul à l'avoir? Oui. Ici, non, c'est impressionnant. Il y en a plusieurs qui m'ont dit je vais la chercher, je l'ai déjà réservée. Bonne journée. Au revoir. Bon week-end à vous. De même, monsieur, au revoir. Au revoir. Yes, Spiderman. Ah, c'est pour moi, ça. Madame, bonne journée. Bonne journée. Autre grand rendez-vous, celui qui a commencé cet après-midi et qui est sportif bien sûr, c'est l'Open de tennis international de Guadeloupe avec les qualifications donc qui ont débuté cet après-midi. Cette édition 2016 nous offre un plateau de jeunes essentiellement, mais de jeunes prodiges qui sont appelés à de grandes carrières. Une édition qui mérite bien son label international car on y rencontre des joueurs venus presque du monde entier. Anne-Elisabeth Artsen. Après la Coupe Davis, place à l'Open de tennis, qui attire, depuis ce week-end, de nombreux joueurs internationaux comme Enrique, 440e mondial, venu du Brésil, et Constant, 26e français et 244e mondial. C'est un grand tournoi et un grand challenge. C'est un endroit très agréable, j'aime beaucoup ici. J'y ai joué l'année dernière et comme j'ai bien joué, j'ai décidé de revenir. Voilà, je suis venu en Guadeloupe parce que c'est un de mes tournois préférés. Je l'ai fait il y a 2 ans, c'était super sympa, le cadre pour jouer au tennis. Bon, c'est vrai que faut pas vriller et partir en vacances. Le village de l'Open, qui ouvre tout juste ses portes, offrira au public de nombreuses animations tout au long de la compétition. Alors l'idée effectivement c'est de donner cette pédagogie donc aux familles, aux enfants qui viendront sur le site, mais également au travers des animations organisées par la Riviera du Levant. Donc je disais à Sainte-Anne et à la Désirade, c'est justement apporter cette pédagogie aux enseignants, aux enfants, donc pour lancer la pratique du tennis, donc du sport, des activités, voilà, dans la bonne humeur. Attirer des familles ou des non-initiés à ce sport, c'est l'objectif du village de l'Open. Journée des enfants, ateliers de smoothie, karaoké, zumba sont au programme, mais également initiation au beach tennis ce dimanche sur la plage de Sainte-Anne. En bref, à la 12e conférence de la coopération régionale à Cayenne, le président du conseil régional Harry Chalus a voulu faire valoir sa vision de la coopération dans notre région en annonçant notamment qu'il allait soutenir l'idée d'un Erasmus caribéen, une idée qui a été émise au cours de cette conférence. Erasmus, je vous le rappelle, c'est ce programme d'échange d'étudiants et d'enseignants également entre les universités et les grandes écoles européennes. On en vient donc à l'actualité dans notre grande région, avec notamment au Brésil un retour sur cette affaire qui met en cause l'ancien président de la République du Brésil, Lula, et puis cette découverte macabre au Mexique, des corps incinérés, retrouvés dans une décharge. Ce seraient ceux d'étudiants qui avaient été enlevés et exécutés par un cartel de la drogue. Mexique, 17 corps dans une décharge. Les 17 corps retrouvés incinérés dans une décharge pourraient être ceux d'une partie des 43 étudiants qui avaient disparu à Iguala, dans le sud du Mexique, en 2014. C'est ce que révèle Ricardo Damián Torres, en charge d'un rapport d'analyse sur les disparus. Son rapport appuie la version de l'exécutif selon laquelle les 43 étudiants ont été tués puis incinérés dans cette décharge de l'état de Guerrero, située non loin de la ville d'Iguala où ils ont disparu.
L'enquête officielle a conclu que les étudiants ont été attaqués par des policiers municipaux, puis remis à des tueurs d'un cartel de la drogue. Ces derniers les auraient exécutés avant de brûler leur corps sur un bûcher dans la décharge du bourg voisin de Kokula. Depuis presque un an, le gouvernement assure que le drame a impliqué uniquement le maire d'Iguala, du Parti de la Révolution démocratique de gauche, des policiers municipaux et des délinquants locaux. Mais les parents des disparus ont toujours rejeté cette version, thèse appuyée par un groupe d'experts argentins indépendants ainsi qu'Amnesty International qui informe que l'affaire s'inscrit dans le cadre d'une crise nationale des droits humains, avec plus de 26 500 disparus, dont près de la moitié sous le gouvernement actuel du président Enrique Peña Nieto. Brésil, le juge fédéral Sergio Moro dessaisi. Le tribunal suprême brésilien a dessaisi le juge fédéral Sergio Moro du volet de son enquête sur le scandale de corruption Petrobras qui vise l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva. Les juges ont pris cette décision lors d'un vote à la majorité de leurs membres. Ils décideront ultérieurement, après examen du dossier, si une partie de l'enquête ne doit pas leur revenir définitivement, dans la mesure où certaines écoutes téléphoniques de Lula font apparaître des personnalités protégées par un statut spécial, en particulier la présidente de gauche Dilma Rousseff. En outre, la plus haute juridiction brésilienne devra ultérieurement statuer sur la légalité de la nomination controversée de Lula da Silva au gouvernement et sur les écoutes judiciaires pratiquées par le juge Moro. En effet, le 16 mars, la nomination de Lula da Silva au sein du gouvernement de Dilma Rousseff avait été perçue comme une manœuvre visant à échapper au juge Moro. La justice soupçonne Luiz Inácio Lula da Silva d'avoir bénéficié de beaucoup de faveurs dans ce vaste système de corruption. Interpellé et interrogé le 4 mars, l'ancien syndicaliste se dit victime d'une persécution judiciaire. Saint-Barth Festival du film. Le Saint-Barth Film Festival se tiendra du 25 au 30 avril prochain. Chaque année, cet événement est un moment privilégié de rencontres et d'échanges autour du cinéma. Les réalisateurs invités peuvent ainsi dialoguer avec le public autour de leur travail et faire partager leur passion. Pendant 6 jours, le Saint-Barth Film Festival se veut être une fenêtre sur la créativité cinématographique et la richesse de la culture de la Caraïbe dans son sens le plus large. Cette année, le festival reçoit des réalisateurs et des producteurs de Cuba, d'Antigua et de la Martinique, de quoi présumer de belles soirées culturelles sous les étoiles de Saint-Barth. Retour dans notre archipel avec la 13e édition de la Transat AG2R La Mondiale qui s'élance demain de Concarneau dans le Finistère pour rallier bien sûr Saint-Barthélemy. Une course en équipage double. 15 sont en lice cette année, dont 4 équipages guadeloupéens sous l'égide de Guadeloupe Grand Large, notre centre de formation nautique qui a lancé ce projet il y a tout juste un an. Rappel avec Éric Pommier. Le 11 février 2016 fera date dans le cursus voile de ces 6 jeunes skippers en herbe. À l'issue de 18 mois de formation à Guadeloupe Grand Large, ils ont été présentés à la presse comme les futurs ambassadeurs de la voile guadeloupéenne. 6 jeunes, désormais toutes voiles dehors, avec aujourd'hui l'autorisation de naviguer comme des grands. À l'horizon, la Transat AG2R Concarneau-Saint-Barth. C'est une année de travail qui paye ses fruits, on va dire. Voilà, on récolte un peu les graines qu'on a semées. Et dernièrement, en plus avec Kenny, juste avant les Noël, on a fait une navigation de 3 jours, à peu près 400 000. Tout s'est bien passé. On était vraiment en harmonie avec Kenny. À la fin de cette navigation, on s'est dit ce serait pas mal qu'on se fasse une petite AG2R ensemble. Le plus dur reste à faire. Depuis le début, on a le couteau entre les dents. Donc voilà, on lâche rien. Il y a encore du boulot à faire. On n'est pas encore au départ là. Il y a encore, rien n'est encore fait. Voilà. L'aventure au large fait rêver. 11 prétendants étaient sur la liste, seulement 4 places étaient à pourvoir, soit 2 équipages au total et une équipe remplaçante. C'est tout de même un équipage de plus que lors de la première promotion, celle représentée par Nicolas Thomas et Arthur Pratt. Unis dans l'aventure et partenaires de choix, la région et la SEM patrimoniale ont permis une fois de plus l'émergence d'une nouvelle cuvée. Une belle aventure, mais c'est avant tout une formation de professionnalisation de jeunes au métier de la mer et à la professionnalisation de skippers professionnels. Donc double formation et puis pour former aussi tout simplement des hommes. Je pense que c'est une belle aventure qui concourt à l'insertion professionnelle de nos jeunes, qu'il faut encourager. 3 bateaux seront donc au départ le 3 avril prochain, destination Saint-Barthélemy. Ces jeunes auront la lourde mission de se frotter à une course réputée musclée, étape incontournable dans la vie d'un marin. La difficulté, c'est que c'est une course où sont engagés des skippers de très haut niveau,
On est sur le haut niveau, à limite national, voire international. Eux, c'est leur première course, disons, de haute compétition en Figaro. Par contre, ils ont un petit peu aussi la jeunesse avec eux, cette insouciance qui peut faire des miracles. Figaro, il faut savoir que c'est une série qui est très pointue. C'est des figaristes qui naviguent toute l'année sur leur même support. Et là, vous avez une équipe de formation qui se forme depuis 18 mois et qui va prendre le départ. C'est clair et net qu'il ne faut pas s'attendre qu'ils vont donner des faveurs. Avant de jeter l'encre pour l'édition 2016 de l'AG2R, la sélection Guadeloupe Grand Large a dû faire ses preuves à Antigua pour la Caribbean Rock, épreuve qualificative. Et puis en cyclisme, les 6 jours du Crédit Agricole avec la deuxième manche aujourd'hui entre Port-Louis et Morne-à-l'Eau, une épreuve en ligne, cette fois longue de 119 km. C'est le Saint-Ané du VCS Louis Sablon qui s'est imposé au sprint devant Yanis Sidoli de la PDL, la pédale du Levant de Saint-François, et Kenny Jean-Jacques de l'Excelsior de Bémao. Demain, troisième manche, une manche qui exceptionnellement cette année sera disputée à Marie-Galante. Là encore, c'est une épreuve en ligne autour de Grandbourg, une épreuve longue de 113 km. Du football avec la 21e journée du championnat de division d'honneur. Les résultats enregistrés cet après-midi. Solidarité scolaire, ça c'était hier. Et l'AOG ont fait match nul 0 partout. Cet après-midi, donc, l'Arsenal a été contraint au nul par l'Amical Club de Marie-Galante 0 partout. L'USR, le leader, a explosé le CA Marquisa 3-0. La Gauloise, un match au sommet, a battu la Juventus de Sainte-Anne 2-0. Et l'USBM a défait sur son terrain l'Étoile de Morne-à-l'Eau, décidément qui restera dans les profondeurs du classement, 3-0 sur le terrain de Morne-à-l'Eau. Enfin, c'était à Petit Canal en réalité. Ce soir, 20h, le CSM rencontre le Sirocco à Petit Canal toujours et le Red Star affronte le Phare du Canal à Bémao. On parle culture maintenant avec ces défenseurs du Gros Cas qui depuis quelque temps multiplient les actions et les manifestations visant à rendre hommage à quelques grandes figures de notre musique. Aujourd'hui, à Jabrun-Bémao, c'est Bagui, un grand tambouiller, compagnon entre autres de Feu Carnot, qui était un grand maître du Cas et un spécialiste en particulier du grage, un des 7 rythmes du Gros Cas, qui est célébré, et cela de son vivant. Anne-Elisabeth Artsen. C'est bon, je l'ai au content? Fervent défenseur du Gros Cas, Bagui était un boularien de renom dans le milieu. Autrefois adepte du lieu, c'est donc à Jabrun, pour la 3e année, que le tambour résonne pour lui rendre hommage. Nous à Jabrun, effectivement, et Jabrun c'est un côté qui continue, c'est un côté qui est philosophique, qui est culturel aussi, qui est culturel et culturel parce que c'est là que tout tambouiller était frappé tambour avant, les Carnot, Akamansoso, etc. Donc Bagui, son maître émérite de tambour et en boularien aussi, qui joue de là, qui est handicapé, il est 79 ans, et c'est à titre là ça qu'elle nous a valorisé. Fossa Tradition a ouvert le bal des hommages. Marie, tambouillère depuis 8 ans, fait partie de la section ado encadrée par Roger Couvin. Dans le programme aujourd'hui, là, nous faisons animation avec les jeunes. Nous décidons que c'est les jeunes qui ont fait hommage là. Et puis dans la soirée là, nous pouvons porter force en nous dans les roses là. J'ai fait le tambour parce que j'aime ça. C'est une activité à part de l'école. Je ne vais pas lâcher parce que c'est la tradition. Parade de charrette à bœufs, débat, bic à parole et grand les roses. Pour ses 10 ans, l'association Tradition K a fait les choses en grand pour sa journée culturelle autour du mets à manioc là, Missy Bagui. Dans le domaine de la culture, toujours, le peintre Alain Joséphine expose ses œuvres à l'auberge de la Vieille Tour et ce jusqu'au 9 avril prochain autour du thème de la porte ou plutôt du passage entre espace réel et espace pictural. Au travers de la majorité de ses œuvres, ce peintre, poète et musicien d'origine martiniquaise s'est lancé un défi, peindre des paysages à la verticale. Muriel Barlagne. Certaines sont issues d'anciennes collections, d'autres sont de 2016. 23 toiles réunies autour d'un thème, les portes. Ici, elles invitent le public à passer d'un espace réel à un espace pictural poétique. Un passage facilité par la taille de certaines de ses œuvres. 211 par 93, le format
d'une véritable porte. Ce sont des espaces où je rends compte de façon sensible de la façon dont je ressens le paysage antillais, le paysage de la Guadeloupe, de la Martinique dans lequel j'ai vécu en fait. Et donc c'est une approche essentiellement poétique, c'est un regard poétique que je pose sur les énergies qui rendent les choses visibles, c'est-à-dire l'élément aqueux, l'élément aérien, l'élément minéral, l'élément floral aussi de temps en temps. Et tout ça mélangé, c'est comme si je les prends à leur source et je m'amuse à construire des espaces avec ça, et des espaces sensibles à l'intérieur desquels, avec ce grand format, j'invite, disons, le corps du spectateur à rentrer dans l'espace pictural. Pour bon nombre de ces toiles, Alain Joséphine s'est lancé un défi, peindre des paysages à la verticale. Manière pour le poète et musicien de relancer sa créativité. Il a utilisé une technique qui lui est chère, un mélange d'acrylique et de peinture à l'huile pour tenter de reproduire l'énergie des paysages antillais tels qu'il la ressent depuis l'enfance. De façon générale, quand on grandit, quand on prend de l'âge, en même temps on fait une sorte de recul vis-à-vis de son enfant, de ses origines. Et je crois que ce qui nous marque étant enfant nous marque toute notre vie en fait. Et en fait ce sont des mélanges de choses dont je me souviens, parce que je ne monte plus aux arbres comme quand j'étais plus jeune. Mais je me souviens de la sensation que c'était d'être perché en haut d'un arbre et de sentir le vent, de sentir son corps dans le vent, de voir les choses, de voir la lumière différemment. Et puis il y a des moments où je me mets aussi devant la nature, je regarde, j'observe, j'essaie de comprendre comment les choses se rendent visibles. Et après, une fois arrivé dans l'atelier, je re-questionne tout ça avec la peinture. Le style du peintre, le non figuratif, mais aussi l'absence de titre, laisse chacun libre de projeter son imaginaire sur les toiles. Une exposition à découvrir à l'auberge de la Vieille Tour à Gosier jusqu'au 9 avril. Avant de refermer cette édition, nous allons revenir ce soir sur cette information exclusive que nous vous avons livrée dans nos éditions d'hier, le projet de construction d'un vaste parking souterrain à Pointe-à-Pitre. Une information qui avait immédiatement fait réagir un certain nombre d'entre vous, dont on va voir quelques extraits tout de suite. Bon, si ça peut aider les usagers, donc je pense que ce sera une bonne chose. Pour se garer à Pointe-à-Pitre, c'est pas évident. Je pense que ce serait favorable, puisque les places ici sont très très exiguës. Il n'y a pas de possibilité lorsqu'on vient en ville en fait de trouver facilement une place. C'est pas suffisant les 150, mais ce serait toujours ça, parce que de plus en plus, il y a eu par exemple des travaux qui ont été faits au bord de mer, et de plus en plus on fait des travaux, mais sans pour cela penser aux automobilistes vraiment et leurs besoins. Des réactions plutôt positives, mais comme on dit chez nous, ils ont pris à dents parce que c'était tout simplement le poisson d'avril de notre chaîne, concocté entre autres par Madame Caroline Romney, pour que vous connaissiez le nom de la coupable. La météo, avant de nous quitter, le soleil reviendra demain matin, il fera beau sur l'essentiel de notre archipel. Quelques petites averses cependant sur les sommets, la Soufrière et les Mamelles. Les températures vont osciller entre 25 et 27 degrés. Dans un instant, le journal de TF1, notre programme de ce soir consacré à l'émission que vous aimez tous, The Voice. L'information continue sur notre chaîne et sur notre site alizé.com. Je vous donne rendez-vous demain 12h30 pour notre prochain journal régional sur Alizé. Excellente soirée et à demain.